Bonsoir et bienvenue dans Plus d'Actu. On va parler de finances et d'investissement ce soir. On va s'intéresser au secteur des crypto-monnaies qui ont plutôt souffert en 2022, mais dont les cours remontent ces derniers jours. Alors que faut-il attendre de l'année 2023 ? C'est l'une des questions à laquelle on essaiera de répondre. Avant cela, on essaiera aussi de comprendre comment fonctionnent ces crypto-monnaies, quel est leur intérêt et pourquoi il faut s'en méfier, pourquoi le secteur bancaire et les plus hautes autorités financières estiment que ces investissements sentent le soufre et y voient très souvent un outil utile au blanchiment d'argent. On va donc essayer sur les crypto-monnaies ce soir de démêler le vrai du faux. Voilà, et pour répondre à nos questions, deux invités. L'un qui a investi dans les crypto-monnaies, il a même converti son salaire l'an dernier. C'est Christophe de Boeckelaert, député bruxellois pour les engagés. Bonsoir. Bonsoir, M. Grosfilet. Et puis un autre qui est beaucoup plus prudent avec ces monnaies-là, qui appelle à faire preuve de discernement. C'est Philippe Ledan, senior économiste pour la banque ING. Bonsoir. Bonsoir, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par jeter peut-être un regard sur ce qui s'est passé en 2022. Le Bitcoin a perdu 70% de sa valeur. L'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, FTX, a fait faillite. Son fondateur est jugé pour fraude. Ça vous a surpris ou ça vous a conforté dans votre méfiance vis-à-vis des crypto-monnaies, Philippe Ledan ? Évidemment, ce serait facile de dire, on l'avait dit. Je pense qu'il faut être plus nuancé. Clairement, quand on avait vu les taux de croissance de la valorisation de la plupart des cryptos, que finalement, il suffisait que ça s'appelle crypto pour que ça prenne de la valeur, on savait qu'à un moment, il allait y avoir une période où ces actifs allaient faire des maladies, comme n'importe quel actif qui, à un moment, est nouveau, prend de la valeur, il y a une espèce d'engouement, puis à un moment, forcément, il va falloir un peu séparer le bon grain livré, faire ces maladies, ce qui doit nécessairement passer par des lourdes corrections de prix, par des faillites, par l'évacuation des arnaques, probablement qu'elles sont loin d'être toutes évacuées. Mais donc c'était un passage obligé. Ouais, donc ce sont des maladies de jeunesse et ça veut dire que les cryptos sont là, vont rester là, elles vont durer, mais peut-être avec pas les rendements extrêmement importants qu'on a pu connaître ces dernières années. Ça, c'est la question importante. Hein. Est-ce qu'au final, donc on n'en a pas probablement fini avec cette période des maladies de jeunesse, mais la question c'est, est-ce qu'il en restera quelque chose ? Je reste convaincu qu'au final, il en restera quelque chose. J'imagine pas que dans 10 ans, on ne parlera plus de crypto-actifs ou de crypto-monnaies. Par contre, voilà, qu'est-ce qui nous sépare de cet équilibre ? Ça peut être encore quand même beaucoup de choses. Ouais, et ça peut donc encore durer un petit temps. Oui. Je me tourne vers Christophe de Boeckelaert. Année un peu horrible pour les amateurs de crypto ? Ceux qui s'intéressent uniquement à la spéculation et au cours de la crypto, oui, mais c'est vraiment pas mon cas. Moi, si j'ai converti mon salaire en Bitcoin pendant 1 an, c'était pour affirmer et pour défendre des idées politiques. C'était un acte politique et pas financier. Et donc, à ce titre-là, je continue à croire dans la promesse politique de Bitcoin, qui est un monde avec un monde financier plus juste, la lutte contre notre modèle de croissance qui est induite par un marché financier qui tourne fou aujourd'hui. C'est la lutte pour la liberté financière, pour la culture financière aussi des plus grandes masses. Et donc tous ces objectifs politiques-là, ils restent éminemment d'actualité. Ouais, vous avez quand même, si les chiffres sont corrects, perdu 1/3 de votre salaire. On ne vous payait pas en crypto, parce que le Parlement bruxellois, il paye en euros, mais vous faisiez la conversion. Voilà. À chaque fois que vous receviez votre salaire. D'après le journal L'Écho, vous avez quand même perdu en 2022, avec cette opération, 27 000 €, c'est 1/3 de vos revenus. Mais ce sont des calculs de pacotille, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, 1 mois plus tard, vous venez de vous le dire vous-même dans votre introduction, le cours a remonté et donc il faudrait refaire les calculs qui seraient complètement différents. Et donc ça n'a aucun sens de faire ces calculs, c'était pas ça mon objectif. Mon objectif c'était de frapper fort. Vous avez perdu de l'argent ou pas ? J'ai pas perdu d'argent parce que j'ai toujours autant de bitcoin que ceux que j'ai achetés. C'est parce que vous calculez en euros, moi je calcule en bitcoin. Ouais. Vous pouvez vous permettre de faire ça et de perdre un petit peu de l'argent. Mais quelqu'un qui a des revenus beaucoup plus modestes, s'il avait perdu 1/3 de ses revenus, ça aurait été compliqué quand même. Monsieur Grosfilet, j'ai jamais incité personne à faire la même chose que moi. J'ai toujours dit que c'était un acte politique, pas financier. Je ne suis pas un conseiller financier, j'en ai pas les compétences. C'est pas du tout mon propos. Moi, c'est un acte politique. Et je vais vous dire, je gagne le même salaire que tous les députés de ce pays.
pays. Certains l'utilisent pour acheter des voitures ou partir en voyage, moi pour affirmer mes convictions. Alors, je voudrais qu'on s'arrête justement sur vos motivations. Quand vous nous dites c'est pour des motivations pédagogiques, écologiques, qu'est-ce que vous voulez démontrer? C'est quoi l'intérêt du Bitcoin pour vous par rapport aux monnaies traditionnelles? Alors, je pense qu'on vit dans une période particulière de plus en plus digitale. On restreint l'accès au cash. La Banque centrale est en train de créer l'euro numérique, qui est un euro avec lequel ils vont pouvoir tracer toutes les opérations bancaires que vous faites. Ouais, mais ce sera et ça me fait peur. monnaie virtuelle, un petit peu comme les cryptos. L'euro numérique, c'est une crypto gérée par la Banque centrale. Et ça me fait éminemment peur. Et je pense que dans un monde de plus en plus digital, il y a intérêt à avoir une monnaie non censurable pour permettre de maintenir une certaine liberté financière des citoyens. Vous savez qu'en Afghanistan, les talibans coupent les comptes des femmes qui veulent s'émanciper pour éviter de leur permettre de faire ce qu'elles veulent. Et je pense qu'on va vers un monde de plus en plus autoritaire, aussi en Europe. J'ai peur des régimes autoritaires demain dans nos pays. Et je pense qu'avoir une monnaie non censurable comme Bitcoin, c'est un gage pour notre démocratie. Pour être sûr qu'on comprenne tous bien ce que vous êtes en train de nous dire, hein, parce que le passage par l'Iran et les cryptos, voilà, ça nous éloigne peut-être un peu du sujet, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les cryptos, qui sont régis par l'offre de la demande et qui sont émises avec des ordinateurs qui contrôlent ça un petit peu partout dans le monde, elles échappent aux banques centrales et c'est ça qui vous intéresse philosophiquement? En fait, ce que permet la crypto, c'est de stocker et de transmettre de la valeur sans qu'aucun intermédiaire ne doive intervenir. Donc les banques ne doivent pas intervenir. Je peux vous envoyer de l'argent sans qu'aucune banque n'intervienne et c'est 100% sécurisé. Et ça, c'est très intéressant puisqu'en effet, le pouvoir central n'a donc pas... Il peut voir tout ce qui se passe, c'est traçable, mais ce n'est pas censurable. Il ne peut pas l'arrêter. Et ça, c'est une faculté très importante qui a des conséquences énormes sur le plan démocratique. Ouais. Est-ce que c'est ça l'intérêt des cryptos? Est-ce que vous, par exemple, banque traditionnelle, ING, Philippe Ledan, vous auriez plutôt envie de faire confiance à une crypto-monnaie gérée par la Banque Centrale Européenne, par exemple? Je ne vais pas me prononcer pour ING, je ne peux pas. Hein, mais alors Philippe Ledan tout seul. Voilà, je vais me prononcer comme économiste qui a un peu étudié la question des monnaies. Effectivement, il ne faut pas se leurrer. Peut-être que pour bien comprendre, quelle est la différence entre un euro digital, ça a été dit, mais je pense que c'est très important d'être précis. Quelle est la différence entre un euro digital émis par la Banque centrale européenne, ce qu'elle a le projet de faire, et une crypto? La grande différence, c'est que dans un cas, la monnaie reste émise par une autorité centrale, donc vous déléguez la garantie que la monnaie que vous utilisez a de la valeur. Cette garantie, elle vous est donnée par un agent central, une autorité publique, qui est la Banque centrale. Qui a des réserves en or. Oui, et on peut discuter de l'or, mais c'est surtout des dettes, mais en tout cas, il y a du collatéral, mais surtout, c'est centralisé. Ça s'appelle une banque centrale. La crypto, le principe de base de la plupart des cryptos, c'est que, en fait, le système monétaire est validé par l'ensemble des acteurs du jeu. Donc, c'est une espèce de garantie collective. Ouais. L'autre différence, c'est que les cryptos, leur cours évolue en fonction de l'offre et de la demande. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, alors que les monnaies traditionnelles, elles vont être très dépendantes de l'activité économique. Oui, mais en fait, ça, c'est un sous-produit. Hein? Donc le premier élément, c'est est-ce que c'est central ou est-ce que c'est collectif? Et effectivement, on peut dire, voilà, l'intérêt de la plupart des cryptos, s'il y a un intérêt, c'est que c'est un système de paiement en dehors de toute institution, qu'elle soit privée comme les banques, qu'elle soit publique comme les autorités gouvernementales ou la Banque centrale. Après, on a lancé des cryptos, il y en a de tout. La plupart sont des pures arnaques, hein, très probablement. Mais il y a cette idée qui peut rester, de dire, voilà, il y a une technologie de cryptage qui fait qu'on garantit, on certifie, on sécurise des transactions en dehors de toute institution. Et ça, c'est une espèce de promesse. C'est une promesse qu'un jour, ça pourrait s'imposer. On sent que vous n'êtes pas convaincu au jour d'aujourd'hui. Hein? Non, mais c'est la réalité. Je veux dire, si vous regardez l'ensemble des transactions en monnaie traditionnelle émise par la Banque centrale et en crypto, il y a quand même encore... On est loin d'être certain que ces monnaies, qu'on dit monnaies, vont un jour arriver à s'imposer pour des transactions. Mais s'il y a une promesse, effectivement, certains se disent « je vais déjà en acheter », pour voir sa valeur augmenter. Et
Là, je dirais, et ce sera mon dernier point, là, je dirais, c'est ça un peu l'ambiguïté aujourd'hui des cryptos. C'est que, est-ce que c'est une monnaie ou est-ce que c'est un actif que la plupart des gens achètent parce qu'ils ont entendu que ça va monter. Christophe de Bocard, ce qu'on entend souvent dans la bouche des partisans des crypto-monnaies, c'est l'idée que les banques centrales, elles ont fortement l'habitude de faire fonctionner la planche à billets et donc il y a une inflation et que ça sert surtout à aider les États à renflouer leurs caisses et qu'avec les crypto-monnaies, on ne participe plus à ce jeu-là. Est-ce que ce n'est pas un peu jouer contre l'État, par exemple ? Mais non, mais il est vrai que quand vous avez une monnaie que vous pouvez imprimer à l'infini, comme c'est le cas avec l'euro et le dollar aujourd'hui, vous regardez la masse monétaire aujourd'hui, vous la comparez en 2000 et aujourd'hui en 2022, ça a fait selon x3, x5, ça dépend quelle masse monétaire vous prenez. C'est-à-dire que l'argent perd de la valeur au fur et à mesure. Ça veut dire alors que votre Bitcoin, il est censé pas en Ça veut perdre. dire que l'honnête travailleur qui va travailler, qui se fait une petite épargne de quelques centaines ou quelques milliers d'euros, eh bien son épargne diminue de valeur chaque fois qu'on imprime de l'argent. Et ça, c'est de un, et de deux, on incite, les banques centrales incitent avec ce système tous les producteurs, tous les consommateurs à produire et à consommer sans cesse plus. Et donc ça nous pousse dans ce modèle de croissance dont on veut sortir. Donc revenons-en à une monnaie beaucoup plus mathématique, simple, sur laquelle l'affectif humain n'a pas de prise, comme le Bitcoin. Et ça va forcer les États à faire des réformes au lieu d'imprimer de la monnaie pour régler leurs problèmes. Pourquoi est-ce que vous ne vous faites plus payer en 2023 en Bitcoin ? Écoutez, moi c'était un acte politique, j'avais annoncé pendant 1 an, donc c'était pas un acte financier, un acte politique, j'ai tenu mon engagement. Vous pourriez continuer en 2023 si vous êtes si en persuadé que ça 2023, apportera. je vais continuer à investir une partie de mon épargne en euros, mais ça n'intéresse plus, ça ne concerne plus le citoyen parce que mon acte politique est terminé. Et je veux faire bien clairement la différence parce qu'il y en a qui ont essayé de me pousser dans ce jeu-là en disant mais vous conseillez aux gens d'investir. Pas du tout. J'ai posé un acte politique, il est terminé. Ce que je fais de mon argent maintenant, c'est plus public, ça m'appartient. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur les dangers que le système bancaire et financier traditionnel pointe dans les crypto-monnaies. La Banque centrale américaine a encore alerté, c'était hier, donc c'est tout récent, sur les risques liés au secteur des crypto-monnaies pour l'épargnant classique. C'est un système, je lis le communiqué, très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines. C'est ce qu'indique la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Philippe Ledan, ça sent le soufre, les crypto-monnaies ? Mais aujourd'hui, encore une fois, donc on peut discuter d'un point de vue presque théorique sur l'utilité, ou d'un point de vue politique, sur l'utilité de crypto. Je pense qu'il y a des lourdes critiques aussi. Avoir une monnaie centrale émise par une banque centrale, ça permet notamment le seigneuriage dont bénéficie l'État aussi. Alors, il faut expliquer le seigneuriage. Alors, le seigneuriage, sinon, on va pas comprendre. c'est le monopole d'émission. C'est que la banque centrale ayant ce monopole d'émission gagne de l'argent à être la seule à pouvoir émettre la monnaie. Et les propriétaires de la banque centrale étant les États de la zone euro, il y a une redistribution des bénéfices de la Banque centrale aux États. C'est le seigneuriage. Le mot le dit bien, avant, c'était le seigneur qui frappait monnaie. Ouais. On lui apportait de l'or, il en gardait une partie et il émettait de la monnaie. C'est ça le seigneuriage. Donc, il y a quand même des lourds arguments pour dire avoir une monnaie centrale, c'est très important. Mais à la limite, je suis prêt à en discuter. Mais Christophe de Bocard, on dit que ce système-là est dépassé. Mais parce qu'on dit que les banques centrales sont indépendantes des États, et puis vous nous expliquez très justement qu'en réalité, les États comptent quand même dessus pour ce droit de seigneurage. Donc on voit bien qu'on est dans un système extrêmement ambigu et qui, à mon avis, est en train de créer plus d'externalités négatives que positives. Alors, suite de la démonstration de Philippe Donc ça, Ledan. on peut en discuter, mais la discussion va très vite devenir technique. Mais je pense que là, il y a quelque chose. On va essayer de rester simple Voilà. et pédagogique pour tout le monde. Mais non, le problème, c'est que la plupart des gens qui aujourd'hui ont entendu parler des cryptos ou sont actifs en crypto ne sont pas du tout dans cette dimension-là. Ils sont dans une pure dimension. Là, il y a quelque chose dont on me dit que c'est un truc d'avenir. J'achète parce que ça va gagner de la valeur. Et ça, fondamentalement, c'est dangereux. Parce que, ça laisse la place à plein d'arnaques. Et deux, jusqu'à maintenant, le cours de la plupart des cryptos est plus volatile que la plupart des autres actifs financiers. Ouais, volatile, c'est-à-dire que ça monte et que ça descend. Et donc, ça veut dire que ça peut avoir des grands mouvements très vite. Voilà. Philippe Ledan, dans l'avertissement de la Réserve fédérale américaine, il y a aussi la crainte que les conséquences de la faillite de FTX ne soient pas tout à fait terminées et qu'il y ait peut-être d'autres faillites dans le secteur. Et aussi
la crainte que ça puisse contaminer le secteur bancaire traditionnel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mur étanche entre ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies, avec les spéculations et la volatilité que vous venez de dénoncer, et ce qui se passe dans le système bancaire traditionnel? On a vu qu'il y avait aussi parfois de la fragilité et des faillites dans le système bancaire traditionnel. Écoutez, le monde n'est jamais hermétique. Je vais prendre un tout simple exemple. Vous imaginez quelqu'un qui est fan de crypto, vraiment fan de crypto, en dehors de tout acte politique. Il a mis toutes ses économies en crypto. À la limite, il a à côté de ça un emprunt hypothécaire tout à fait classique. Et imaginez qu'il a tout perdu. Il va probablement avoir maintenant du mal à rembourser son crédit hypothécaire. Et donc là, à ce moment-là, on rentre dans le circuit classique. Ouais. Un mot sur le blanchiment, Christophe de Bocquelaert, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend très souvent, que les crypto-monnaies, ça peut notamment servir à blanchir de l'argent sale encore plus facilement que le système bancaire traditionnel, on ne vérifie pas grand-chose. Alors, c'est tout à fait faux. Maintenant, toutes les autorités bancaires sont en train de bien se rendre compte qu'en fait, sur la blockchain, la technologie derrière la crypto, tout est traçable. Donc on peut suivre, les choses ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes. Et avec un peu de moyens d'investigation, derrière les pseudonymes, vous retrouvez les personnes qui auraient fait des malversations. Et donc, ce n'est pas censurable, on ne peut pas arrêter la transaction, mais on peut la tracer être Quand même, l'Europe veut réguler cette question-là. Alors, il y a un petit peu de retard, ça n'arrivera pas avant le mois de mars. Mais la France, par exemple, on a décidé que pour être actif dans les cryptos, il fallait avoir maintenant un agrément. Ça veut dire quand même qu'il y a eu des cow-boys et qu'il y a eu des choses peut-être pas tout à fait nettes, non? Ah mais bien sûr, hein. Vous savez, au début d'Internet, c'est exactement ce qui s'est passé. Internet, au début, c'était quoi? C'était pour blanchir de l'argent, c'était pour envoyer des messages frauduleux, etc. C'était pour le porno, tout ça. Eh bien, après, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet début des années 2000. Beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, ceux qui voulaient spéculer, qui avaient des projets complètement loufoques. Et puis, Internet s'est imposé. C'est ce qu'on est en train de vivre avec les cryptos. Il y a eu énormément de fraudes, de mauvais joueurs, de gens qui étaient juste là pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, gros nettoyage. Et demain, j'espère que les cryptos sera plus saine. Je prends un saine. exemple précis, Christophe de Bocquelaert. Si dans une banque, monsieur Ledent me contredit si je me trompe, si dans une banque il y a un soupçon, par exemple, de blanchiment ou de fraude fiscale, la banque a l'obligation maintenant de le dénoncer. Dans le secteur des cryptos, ça se passe comment? Qui dénonce? Ah bien, il y a un régulateur, mais il y a un régulateur qui doit surveiller évidemment tout ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Et moi, j'appelle de mes voeux une régulation des acteurs centralisés de la crypto, qu'il y ait en effet une lutte, ceux qui luttent contre le blanchiment d'argent s'équipent d'outils informatiques capables de travailler sur la blockchain. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Aujourd'hui, ça existe beaucoup trop peu, en tous les cas. Ouais. Je voudrais juste Philippe Ledent, le blanchiment, c'est un vrai danger avec les crypto-monnaies? Oui, parce que, je suis désolé, pour moi, il y a un paradoxe entre l'appel à une régulation d'un agent central pour aller tracer effectivement toutes les transactions qui sont traçables en crypto, et l'idée même de la crypto qui est justement d'être en dehors. Enfin, les tout premiers qui ont lancé le Bitcoin, c'était vraiment en opposition, c'est presque plus des libertariens qui étaient en opposition à toutes les institutions. Donc il y aura pour moi toujours un paradoxe existentiel entre l'idée même d'une crypto qui se veut validée par les utilisateurs et sans personne d'autre, et l'idée qu'à un moment, on vit dans un État qui a besoin de quand même faire attention à ce qui se passe. On vous a coupé. Vous savez, si j'avais... deux choses. D'abord, vous savez, parce que vous lisez des rapports de la Fed ou d'organismes bancaires, etc., ce ne sont pas les producteurs de bougies qui, à l'arrivée de l'électricité, ont commencé à produire des ampoules. Donc il y a toujours, on peut toujours voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui est encore à régler, ou bien on voit l'opportunité, la promesse et les possibilités et on essaye d'encadrer. Et je suis plutôt de ceux-là. J'ai fait une erreur avec mon salaire en crypto. Je vais vous le dire, je ne l'ai pas encore dit publiquement. J'ai fait une erreur. Au lieu de prendre tout mon salaire en crypto, j'aurais dû dire, je fais la moitié en crypto et la moitié en euros, parce que moi je suis convaincu que tel un pouvoir et un contre-pouvoir en politique, il y a un pouvoir monétaire qui est installé et qu'aujourd'hui doit apparaître un contre-pouvoir monétaire autour de la crypto, mais que les deux vont coexister. Et le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait coexister ces deux-là, au lieu de se battre contre l'un ou se battre contre l'autre. Et je le dis aussi dans les milieux de Bitcoin, je dis, arrêtez de vous battre contre la finance centralisée, elle a son utilité. Comment est-ce qu'on fait coexister les deux? C'est ça l'enjeu des prochaines années, et prenons-le en main en Europe et en Belgique, parce que je vous dis qu'en Chine, aux États-Unis, ils se rient de nous, de voir comment est-ce qu'on est en train de perdre du temps. Les champions mondiaux de demain, du monde financier, sont en train de se développer ailleurs et vont venir nous piller en Europe, comme ça a été le cas pour Internet si on n'agit pas. Et vous pensez vraiment que les champions financiers de demain, ils seront appuyés sur la crypto?
Je pense, oui, que fondamentalement, l'infrastructure financière, ça va prendre des dizaines d'années, mais fondamentalement, le mouvement est en marche. Ouais. Vous êtes dubitatif toujours? Non, moi, j'aurais tendance à penser le contraire dans le rapport de force. Les monnaies de banque centrale continueront à exister. Il en subsistera, et je pense encore une fois que pour des transactions, il peut y avoir d'autres systèmes. Mais fondamentalement, je pense que le rapport de force restera d'abord la monnaie centrale. Je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur le succès quand même de ces crypto-monnaies, parce que ça touche beaucoup, notamment les jeunes. Alors sans doute ceux qui ont les moyens d'investir ou d'épargner. Si ça marche, si le Bitcoin peut séduire des jeunes, c'est parce que les systèmes bancaires traditionnels ne les séduisent plus. Le livret d'épargne, ça rapporte plus grand-chose, on est d'accord? Oui, probablement. On préfère prendre des risques sur le Bitcoin ou d'autres monnaies probablement. virtuelles. Moi, je pense simplement, je parie que le calcul n'est même pas celui-là, de se dire, tiens, combien rapporte un carnet d'épargne, combien rapporte un Bitcoin. Je pense qu'il y a plus une évolution par rapport à la banque d'hier. Et est-ce que la banque de demain sera la même que la banque d'hier? Probablement pas, très très probablement pas. Les choses évoluent, donc on voit que dans les nouvelles générations, il y a de nouvelles habitudes par rapport au digital, tout simplement. Alors 2022, c'était une mauvaise année, on l'a dit, mais là depuis quelques jours, le cours des crypto-monnaies, il est très clairement en train de repartir à la hausse. Et le Bitcoin, il est à plus de 20 000 $. Je me tourne vers Christophe de Beuquelaar, c'est le niveau qu'il avait avant la faillite de la fameuse société FTX. Donc ça veut dire que c'est assez bien remonté. Vous voyez quoi en 2023, Philippe Ledan? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal. Je sais que vous n'êtes pas un fervent partisan des cryptos. Mais vous pensez que ça va continuer à monter ou que ça va être de nouveau en dents de scie et qu'il faut se méfier? En fait, il y a une chose qu'a montré 2022, c'est que quand les taux remontent, comme la plupart des cryptos ne rapportent aucun taux d'intérêt, donc tout est basé sur le fait que ça prenne de la valeur, mais forcément, quand les taux remontent, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont sorti des cryptos pour aller investir dans des trucs classiques qui rapportent un peu plus. Comme aujourd'hui, dans les marchés financiers, il y a un peu plus l'idée qu'aux États-Unis, la Banque centrale pourrait peut-être déjà en deuxième partie d'année commencer à abaisser ses taux, c'est que ça commence à être l'effet inverse. C'est un mouvement balancier, en fait. Ouais. Porteur. Ça, c'est un élément qui peut peut-être expliquer pourquoi. Mais enfin, si on regarde depuis le début de l'année, les marchés financiers sont repartis à la hausse de manière générale. Et encore une fois, aujourd'hui, vous avez plus de corrélation entre le coût du Bitcoin et l'action Tesla qu'entre le coût du Bitcoin et un autre actif. Donc voilà, quelque part, il y a peut-être simplement un vent porteur pour le moment. Ouais, en 2023, vous pensez qu'on va pouvoir investir et retirer de l'argent des investissements en crypto-monnaie, Christophe de Beuquelaar? Honnêtement, je ne m'aventure pas du tout là-dessus. Pas de boule de cristal non plus. Pas de boule de cristal, j'en sais rien. Sur le long terme, je pense que l'utilité de ces crypto-monnaies va apparaître et le cours, c'est quelque chose de très secondaire dans mon combat politique. Ouais. Donc vous allez continuer à investir, ça c'est sûr? À titre personnel, mais oui, je ne donne pas de chiffres et c'est tout à fait privé. Je ne demande pas non plus ce que vous faites de votre argent. Donc voilà, c'était vraiment pour l'acte politique que j'en avais parlé. Et Philippe Ledan, vous allez continuer de dire, attention, si on veut investir en bon père de famille, on doit éviter les cryptos. Oui, parce que d'un point de vue purement de la théorie monétaire et de mes compétences comme économiste, je continue à avoir du mal à voir la réelle valeur ajoutée à grande échelle de tout ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Il y avait donc Philippe Ledan pour la banque ING, senior économiste, et Christophe de Beuquelaar, député bruxellois pour le parti Les Engagés. Demain, on va complètement changer de sujet. On sera avec deux professeurs pour parler de ChatGPT. Vous connaissez ChatGPT? Oui. Je veux bien venir si vous voulez. Vous voulez bien revenir, peut-être pas 2 jours d'affilée, Christophe de Beuquelaar. ChatGPT, donc ce nouveau système d'intelligence artificielle, on va essayer de comprendre comment ça marche, quelles sont les prouesses techniques qu'on peut en attendre, les limites, les dangers aussi. On sera avec 2 professeurs, Yves Deville, professeur à l'UCL et à l'École Polytechnique de Louvain, et avec Hugues Bersini, qui est lui professeur d'informatique à l'Université libre de Bruxelles, co-directeur de l'Institut de recherche interdisciplinaire et de développement en intelligence artificielle. Donc 2 spécialistes de la question. Merci d'avoir été là, continuez à bien vous informer et à demain.